BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, nos trois experts crypto. Aujourd'hui, ils sont sur le pont. Waltio en force sur le plateau de BFM Business et de ce club BFM Crypto grâce à Pierre Morisot. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Valentin Demey nous accompagne également pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Et Vincent Bois, pas du tout Vincent Bois, mais Xavier Fenot avec nous également pour Interactive Trading. Salut Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Et comment se porte le Bitcoin après avoir plutôt plafonné toutes ces dernières semaines sous les 28 000 puis les 27 000? On est actuellement plutôt en phase d'hausse. Alors aujourd'hui on est stable sur Bitcoin mais on a remonté un peu la pente par rapport aux précédentes séances. Oui, vous avez raison, ça se passe plutôt bien depuis quelques jours sur le marché des cryptos. Détente d'ailleurs des actifs risqués au sens large, lié à cet accord de principe sur le plafond de la dette américaine, et détente aussi du dollar américain aujourd'hui. Alors Bitcoin essaye, vous l'avez dit, de passer le cap des 28 000 $. Ça fait 3 jours qu'il essaye de le passer. Même chose d'ailleurs sur Ethereum, sur cette zone des 1900-1930 $. C'est un cap technique à dépasser pour valider l'impulsion haussière de dimanche dernier, où le marché avait profité justement de cet accord de principe autour du plafond de la dette. Alors 3 choses à retenir aujourd'hui. Déjà, ces 2 plafonds sur Bitcoin et Ethereum à passer pour libérer un nouveau potentiel et viser, allez, soyons ambitieux, les plus hauts annuels, 31 000 $ sur Bitcoin et 2100 $ sur Ether. Deuxième chose, la tendance haussière depuis le début de l'année qui reste intacte, je le répète souvent ici, tant qu'on tiendra 25 000 $ sur Bitcoin et 1700 $ sur Ether. Et troisième chose, à plus court terme, l'impulsion haussière de dimanche dernier qu'il ne faudra pas effacer pour rester justement dans cette attitude positive du marché. Et là, comme point de repère, c'est 50% de cette impulsion. Donc 1860 $ sur Ether, 27 300 sur Bitcoin. Tant qu'on ne repasse pas en dessous, pas d'alerte d'un soufflet en tout cas qui est en train de retomber. Donc on a une belle attitude depuis quelques jours. Logique dans ce contexte un peu plus apaisant sur le marché, et logique aussi techniquement. Donc voilà, c'est un beau premier set qui commence d'ailleurs à réveiller quelques altcoins, mais il faut aller jusqu'au bout, le match n'est pas encore fini. Oula, on sent Roland Garros. Eh oui, un beau premier set. Bon, le match n'est pas terminé et on va continuer de le suivre, bien évidemment, grâce à vous, Xavier Fenot, Interactive Trading et toutes vos équipes. Et pour la suite, quelle appétence le grand public aura-t-il à terme pour le Web3? Il est intéressant de comparer les données et peut-être même d'ores et déjà de comparer les pays grâce à Valentin. On va vous retrouver tout de suite, Valentin, depuis vos bureaux de Cryptost. On peut apporter une première réponse à cette question de savoir quel pays porte le plus d'intérêt au Web3? On peut commencer effectivement en regardant un petit peu les recherches qui sont faites sur Google Trends pour être très précis. On peut s'amuser à regarder qu'est-ce qui est le plus recherché dans le Web3. D'ailleurs, comment on tape Web3? Est-ce qu'on tape Web 3.0, Web3 ou Nouvel Internet? Et essayer de comparer ça sur tout le globe et regarder d'où est-ce que les pays sont les plus intéressés. Et si on regarde ça, justement, déjà, la première réponse, c'est que le terme le plus recherché, c'est bien Web3. Web3 tout attaché pour être très précis. Et on peut voir l'engouement de cette recherche à la fin du bull run de l'année dernière. Donc ça veut dire que jusque-là, le Web3 n'était pas incarné. On avait vraiment des recherches sur Bitcoin, on avait vraiment des recherches sur Ethereum ou sur d'autres outsiders qui étaient à différents moments les plus mis en avant. Mais le terme Web3 qui globalise en fait toute cet Internet de la valeur, qui met dans ce terme-là les métavers, qui met la finance décentralisée, qui met la tokenisation, bref, l'Internet de la valeur, lui, a pris son envol il y a un peu plus d'un an et demi à la fin du dernier bull run. Et au niveau des pays, c'est le Japon qui est en tête de ces recherches-là, Taïwan et le Nigeria pour faire le top 3 des recherches sur le Web3. Sont associés du coup certains noms clés dont finance décentralisée ou tokenisation qui sont l'un des termes les plus recherchés. La France, quant à elle, elle arrive en 30e position des recherches associées au Web3. Donc c'est pas tout devant malgré une adoption assez importante. Le sondage de l'Adan KPMG Ipsos d'il y a quelques semaines, il y a un mois et demi, nous donnait 10% de Français qui détiennent des actifs numériques aujourd'hui en portefeuille. C'était pareil, pas mal dans l'Europe. On était quand même sur les personnes qui en détenaient le plus, mais devant, il y avait les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie qui avaient respectivement 14, 11 et 11% de détention. Donc, on voit bien que la France challenge un petit peu tous ces sujets-là, prend une place de plus en plus importante. Il faudra la conforter et dans l'adoption et dans et tous les usages qui en découlent. Oui, on arrive pour l'instant qu'en 30e position mondiale, effectivement, c'est ce qui ressort de ces recherches Google Trends que vous avez regardé et analysé avec vos équipes chez Cryptos. Tiens, on va regarder aussi quel avenir attend Bitcoin, mais pas Bitcoin, la crypto, non, la blockchain Bitcoin. On a vu les usages s'y multiplier, notamment grâce aux ordinals. Et il se trouve que le créateur de ces ordinals, du protocole ordinals, le créateur choisit
passer la main en plein succès. C'est paradoxal, Valentin. C'est assez paradoxal, effectivement, et c'est très intéressant, Guillaume, que vous précisiez la blockchain Bitcoin, puisqu'on sait que c'est tant un moyen de paiement que la monnaie pour utiliser cette blockchain, justement, et elle a fait beaucoup de bruit avec les fameux ordinals, qui sont cette capacité à écrire des NFT, notamment, ou des tokens sur la blockchain Bitcoin, qui n'étaient pas, à l'origine, créés pour ça. Donc ça, certains ont imaginé que c'était une attaque économique sur le protocole, puisque ça a utilisé énormément de puissance et de réseau à ce moment-là, ce qui faisait que les transactions étaient très chères et que l'utilité première de Bitcoin, qui était donc d'échanger de la monnaie à travers le monde, n'était plus servie. On a vraiment eu à des moments, on en a beaucoup parlé ensemble sur ce plateau, Guillaume, des jours où il y avait beaucoup plus de frais de transaction qui étaient prélevés sur le réseau que de Bitcoin qui étaient créés par les mineurs. Donc c'est assez rare, ça arrive très peu dans l'histoire de Bitcoin. Quand ça arrive, généralement, c'est pas pour les conditions qu'on a eues aujourd'hui, qu'on a ces dernières semaines, c'est-à-dire pour un usage différent. Là, ce qui est amusant, c'est que l'un des créateurs, le créateur de ce protocole et de cet usage a effectivement passé la main à un autre développeur. Il regarde un petit peu comment ça va se passer. Le prochain développeur qui prend la suite va essayer de donner un cadre un peu plus défini à ces usages. On sait que ça a divisé la communauté, je vous le dis. Certains trouvent que c'est une attaque économique et que ça nuit au Bitcoin. Ça devrait, tout ça, être totalement logique sur Ethereum, mais pas sur Bitcoin. Et d'autres imaginent que c'est justement l'une des révolutions les plus intéressantes depuis la création de Bitcoin en 2008-2009. Donc on verra qui choisit, qu'est-ce que le marché choisit entre ces deux options. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, le fondateur passe la main à un développeur très connu de l'écosystème et tout aussi intéressant. Et on verra la direction que ça prend une fois que ça sera un poil plus cadré pour moins diviser cette communauté Bitcoin. Effectivement, alors les cryptos, ce sont des évolutions, des infrastructures, des innovations, et puis pour les investisseurs, les cryptos, c'est aussi de l'impôt. En tout cas, ça peut être de l'impôt, quand on a réalisé notamment des plus-values, et on est dans la période de déclaration d'impôt, justement. On va voir comment, pour les investisseurs, il faut aborder cette période qui touche bientôt d'ailleurs à sa fin. Pierre est avec nous, toujours Pierre Morisot pour Waltio. Pierre, pas mal de questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, tout à fait. Alors on y va. Cathy nous écrit... Actuellement en pleine période de déclaration, demain est le dernier jour pour certains Français. Pouvons-nous malgré tout dépasser cette date ultime, cette échéance de demain pour déclarer, et comment faire si on n'a pas fini sa déclaration fiscale à temps ? Non, en effet, c'est une bonne question de Cathy et je pense pas que c'est la seule personne à se poser ce type de questions. Dans les faits, donc demain, c'est la date butoir pour certaines personnes, donc certains départements, et la date finale, la deadline, est le 8 juin. Maintenant, l'espace en ligne de déclaration fiscale ferme uniquement le 30 juin, et donc c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, alors évidemment... De prolonger le plaisir. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas de se dire si... Pour X ou Y raison, on ne peut pas faire les choses dans les temps. Il y a cette possibilité de le faire quelques jours, semaines après. Après, on doit bien noter. Premier point, il faut évidemment valider sa déclaration fiscale dans les temps, renseigner des plus ou des moins-values, par exemple si on n'a pas terminé lié au sujet de ces crypto-monnaies, renseigner une information, un chiffre, et après, dans les jours, semaines qui suivent, après cette deadline et avant le 30 juin, le rectifier, le modifier. Il n'y a pas de majoration liée à ça. Par contre, il peut y avoir des intérêts liés au retard. Pour être très honnête, c'est assez marginal, c'est-à-dire que c'est 0,1% du montant total de l'impôt qui est dû. Il peut y avoir une demande de remise gracieuse, donc d'annulation, mais dans tous les faits, dans tous les cas, si on n'arrive pas à faire les choses dans les temps, il est quand même possible de le faire dans les semaines après jusqu'au 30 juin. Et aussi, je rappelle qu'il y a une phase de réouverture de l'espace en ligne. Cette année, ça va être de début août, comme souvent, début août à début décembre. Ah bon ? On peut rectifier sa déclaration fiscale, mais mieux de le faire dans les temps et sinon avant la fin de l'année. Alors on peut parler de fraude fiscale aussi. Gabriel Attal, le ministre du Budget, qui dit que Bercy souhaite vraiment de plus en plus s'attaquer à la fraude fiscale. Et on a cette question d'Alex sur le DAC 8, voilà, mis en place en décembre dernier, en décembre 2022. De quoi s'agit-il ? Alors c'est très intéressant. Ce qu'on voit, c'est que tant l'Union européenne n'a pas réussi à harmoniser, et je ne pense pas qu'on y arrivera à avoir une harmonisation sur le taux d'imposition lié aux crypto-monnaies, ou même une harmonisation sur le régime fiscal, c'est-à-dire à partir de comment on a une obligation déclarative, quand est-ce qu'on doit déclarer, qu'est-ce qu'un fait générateur d'impôts. Par contre, l'Union européenne a été particulièrement efficace
sur cette donc directive qui accompagne, qui aide les États à mieux tracer les opérations réalisées en crypto-monnaie, que ce soit pour les entreprises et les particuliers, pour donner des moyens aux autorités fiscales locales. Donc c'était intéressant, tant sur le sujet, par exemple, PSAN, et la loi MiCA en Europe, c'était fortement inspiré de ce qu'avait fait en France, sur le sujet PSAN. Par contre, là, DAC8, ça a été inspiré de ce qui s'est passé en Italie et en Espagne, où aujourd'hui ces pays reportent, les plateformes d'échange locales, les PSAN, reportent des informations régulièrement, fréquemment, il y a tous les trimestres pour tous leurs utilisateurs en Italie. En Espagne, ça va commencer dès le 1er janvier 2024, et reportent et partagent ces informations via un protocole, via un framework qui est de partage de ces informations. Donc l'idée, c'est que ce qui existe en fait dans le monde bancaire, on y vient petit à petit dans les cryptos. C'est pas voté, c'est un projet. Ce sera live au niveau européen que dans quelques années, mais c'est en tout cas, je trouve très intéressant de commencer à comprendre dans quelle direction l'Union européenne travaille. Effectivement, j'aperçois Valentin Demey toujours dans ses bureaux de crypto, ce qui bout d'impatience de nous parler, puisqu'on parlait là de la régulation aussi de FTX. Dans un instant, Valentin, on va continuer auparavant de parler de la déclaration fiscale avec d'autres questions d'auditeurs, téléspectateurs, d'usagers, puis peut-être de certains de vos clients chez Waltio. Milan, j'ai vendu, nous dit Milan, avec ma carte crypto alors que je suis en perte. J'ai réalisé les achats avec cette carte crypto alors que je suis en perte aussi, nous dit-il. Bref, comment est-ce que ça va se passer fiscalement ? Alors, fiscalement, aujourd'hui, le régime fiscal en France, on oblige de déclarer ses ventes imposables, c'est-à-dire que ce soit une plus-value ou une moins-value, et c'est tel qu'il est. Et donc, même l'utilisation, par ailleurs, d'un moyen, donc des crypto-monnaies comme moyen de paiement, c'est un fait générateur d'impôts. Donc, la loi dit que si on utilise des cryptos, que ce soit avec une carte de paiement ou non, il y a cette obligation de déclarer cette vente imposable lors de sa déclaration de revenus. Je paye mon café avec une carte crypto, je dois déclarer ce que j'ai payé. Oui, en effet, on doit déclarer parce qu'en fait, on utilise ces cryptos pour acheter un bien ou service. Je tiens quand même à préciser, s'il y a de l'impôt, c'est uniquement en cas de plus-value. Donc si par exemple, j'ai gagné une toute petite somme, je ne vais pas dire 1%, le montant de mon impôt sera 30% de ces 1%. Ce sera pas, on entend souvent cette erreur. Pas la totalité. Oui. Exactement. C'est pas un impôt sur le montant de son café ou de ce qu'on a payé, mais ce sera uniquement un impôt sur le gain, sur la plus-value. Effectivement. Bon, sachant que le prix du café augmente, comme tous les prix, et du coup, est-ce qu'une plus-value devient une moins-value au moment où l'on achète ? Alors ça. Exactement. Bon, oui, parce que le pouvoir d'achat, parallèlement, il a du mal à suivre. Effectivement. Vous restez avec nous, Pierre. On va parler donc de l'ensemble de l'actu crypto à l'échelle mondiale, grâce à Valentin Demey. Valentin, vous voulez donc dire aussi un mot d'FTX, parce que les procureurs refusent d'abandonner les charges pesant sur Sam Bankman-Fried. Expliquez-nous. Il y en a effectivement un paquet. Si on les regardait toutes ensemble, ces accusations, on passerait une bonne partie de l'après-midi. Je vais en citer quelques-unes quand même. Fraude, blanchiment d'argent, corruption, opération d'un opérateur de paiement non autorisé, contribution politique non légale. Bref, il y en a 13 chefs d'accusation et les avocats de SBF souhaitaient en faire annuler 4. Sur la base de quoi ? Notamment sur la base de l'extradition de SBF qui a eu lieu il y a quelques mois. Il a été extradé pour moins de chefs d'accusation pour lesquels il est aujourd'hui accusé. Donc il faudrait revoir la manière dont il a été extradé. Mais c'est à une fin de non-recevoir qu'on fait savoir justement les procureurs côté États-Unis. Ils vont donc le juger en octobre prochain sur l'entièreté, a priori, de ces chefs d'accusation, malgré ce point d'attention. Ils ont répondu, du coup, les procureurs fédéraux, que l'acte d'accusation allègue suffisamment que l'accusé et ses co-conspirateurs ont fait des déclarations fausses et trompeuses aux prêteurs, donc concernant la situation financière d'Alameda, la société d'investissement qui était justement détenue par SBF, tout comme FTX. Donc, on va voir en octobre quelle direction ça prend. Encore une fois, c'est très mal parti pour SBF. Au moment où on écrit ces lignes, quand même, et dont on en parle aujourd'hui, on a écrit un article ce matin sur Cryptos, SBF est toujours dans sa luxueuse demeure de Palo Alto en Californie avec ses parents, alors qu'on a appris encore il y a quelques semaines de nouveaux petits points d'inquiétude. A priori, ils auraient, avec ces équipes, gaspillé sciemment 220 millions de dollars de leurs clients quelques mois avant l'effondrement de l'échange, a priori en ayant conscience de la difficulté financière des entreprises de SBF.
Et rappelez-vous aussi, il y a quelques mois pour cette dernière information, qui s'est du coup rajoutée parmi les chefs d'accusation dont on a parlé, il y avait eu un pot de vin de 40 millions de dollars à des officiels chinois dans le but de faire libérer 1 milliard de dollars qui étaient gelés au début de l'année 2021 sur certains comptes de la plateforme FTX et des entreprises qui y étaient rattachées. Bref, donc bilan très lourd pour SBF et ses lieutenants. Jugement en octobre, on verra bien, mais en tout cas, fin de non-recevoir, il sera bien jugé à partir d'octobre sur l'entièreté de ces chefs d'accusation. Effectivement, les procureurs refusent d'abandonner les charges, donc pesant sur Sam Bankman-Fried. On a aussi une autre question, de Paul, qui nous écrit, lui, sur Twitter. Paul, qui nous parle du halving du Bitcoin prévu l'an prochain. Il nous demande quels seront les impacts du halving. On a peut-être un début de réponse à lui apporter aujourd'hui, Valentin ? Le début du halving est dans un an, c'est ça Guillaume? Je vous ai mal entendu. Oui, c'est ça, cette question d'un auditeur, Paul, qui sur Twitter nous demande quel sera l'impact du halving du Bitcoin et quand ce halving doit avoir lieu. Alors effectivement, ça serait d'ici une petite année. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi proche du prochain halving qu'aujourd'hui. Généralement, on remarque une augmentation des cours. Enfin, ça a été le cas dans les derniers halvings. Pourquoi? Parce que, pour rappel, le halving, c'est la division de la création monétaire du protocole Bitcoin par 2. Donc aujourd'hui, il y a 6,25 Bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes pour récompenser les mineurs du réseau. Et ben, ça sera divisé par 2, alors que l'engouement à ce moment-là continue d'augmenter et que la demande est toujours la même. Donc forcément, l'offre par rapport à la demande, et il y a un choc assez classique en économie. Donc généralement, ça peut déclencher les fameux bull run. C'est ce qu'on a imaginé, c'est ce qu'on a repéré en tout cas ces dernières années. À voir si ça sera répété. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la création monétaire sera divisée par 2 d'ici une petite année. Voilà, et c'est bien de l'avoir en tête aussi pour les investisseurs en crypto. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Valentin Demey en direct pour Cryptost. Pierre Morizot pour Waltio. Waltio, c'est pour déclarer ses impôts par exemple, toutes ces questions juridiques pour les investisseurs autour de leur crypto. C'est exactement ça, c'est un logiciel, un outil qui accompagne dans le calcul et dans la déclaration fiscale pour les particuliers qui ont des crypto-monnaies. Vous êtes une fintech. Exactement, une fintech parlante sur le plateau de BFM Business. Exactement, une Magnifique. fintech, legal tech aussi, donc sur les sujets réglementaires. Effectivement, et vous nous accompagnez régulièrement sur le plateau de BFM Business et on va voir ce que l'intelligence artificielle peut aussi ou pourra aussi à terme apporter de plus. Vous y réfléchissez d'ailleurs chez Waltio, l'IA, comment l'intégrer, comment faire la différence grâce à l'IA? Aujourd'hui, dans les faits, on n'en a pas encore nous besoin. Par contre, c'est clair que être capable de procéder, de lire les informations, que ce soit des informations on-chain, donc qui se passent directement sur la blockchain, que ce soit aussi des informations fournies par les plateformes d'échange. À terme, l'IA, le machine learning pourrait nous aider de automatiser le traitement de cette information pour qu'elle soit lue par une machine de façon beaucoup plus facile, corrigée aussi. Les plateformes d'échange créent des produits, des nouveaux services très régulièrement. On n'a pas de structuration comme on a DSP2 dans le monde financier classique, donc une directive européenne qui donne un cadre sur les données de leurs clients, comment elles doivent être structurées. Dans le monde des crypto-monnaies, c'est encore un petit peu plus entrepreneurial pour dire, dit. Artisanal, vous voulez dire? Voilà, oui. Ou artistique, mais et donc en effet, il y a, je pense, un progrès à faire sur la structuration de cette donnée, le fait que comment elle doit être partagée, et l'IA pourrait aider là-dessus. L'IA qui continue de forger les marchés, de redessiner la carte des marchés, puisqu'aujourd'hui Nvidia, grâce à l'intelligence artificielle bien sûr, Nvidia entre dans le club très fermé des sociétés dont la capitalisation boursière dépasse les 1000 milliards de dollars. Waouh! 6e entreprise mondiale à dépasser les 1000 milliards de capitalisation boursière, Nvidia. On va rejoindre dans un instant d'ailleurs Sabrina Quagliozzi à New York pour voir si Nvidia reste à l'instant où l'on se parle au-dessus des 1000 milliards. Merci beaucoup Pierre de nous avoir accompagnés, Pierre Morizot pour Waltio, Valentin Demey, puis Xavier Fenot nous accompagnait également. Vous pouvez nous suivre aussi bien sûr sur notre site BFM Bourse. Cet article consacré à la bourse de Hong Kong d'ailleurs, brièvement entré tout à l'heure en phase de bear market sur fond de doutes croissants quant à la reprise chinoise. Cet article consultable et puis aussi un autre article consacré à l'attentisme et à la prudence des marchés mondiaux aujourd'hui parce que la question du plafond de la dette n'est pas encore réglée. On attend toujours le vote du Congrès américain. Du côté des valeurs, notez Valeo qui s'en sort bien et on en parle aussi dans cet article BFM Bourse. Valeo qui progresse et surperforme aujourd'hui après l'annonce d'un accord avec le chinois Didi pour développer des solutions de sécurité pour les taxis autonomes. Article donc d'ores et déjà disponible.